Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Quatrième livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Si vous nous recevez à l'instant, vous êtes bel et bien en direct du programme qui fait la part belle au traitement de l'actualité tel que paru dans les journaux durant la journée. Je vous invite à vous installer confortablement pour ceux qui ne le sont pas encore derrière vos petits écrans pour prendre avec nous le pouls de la presse de ce matin et traiter des thématiques choisies par notre rédaction centrale. En première partie d'émission, nous parlerons de la corruption. Y a-t-il corruption et signature de dessous de table? C'est ce que semble nous dire le journal La Nouvelle Expression ce matin dans une affaire d'exploitation minière et un imbroglio qui se dresse autour d'un contrat suspect. Ce que dit le journal La Nouvelle Expression qui relaie ainsi le fait que le ministre des Mines vient justement à travers un communiqué qui a été publié aux journaux de la radio nationale de désavouer le directeur général de la Sonamine, la société la société nationale des mines du Cameroun, dans un contrat qu'il aurait signé avec une entreprise chinoise pour l'exploitation de l'un des plus grands gisements de bauxite du monde, au monde. Il s'agit du côté de Yagua. En dessous de l'affaire, nous dit le journal La Nouvelle Expression, une forte odeur de mafia. Y a-t-il des dossiers de dessous de table qui ont été passés entre le directeur de la Sonamine et justement l'entreprise chinoise qui était entre guillemets en charge de l'exploitation de la bauxite de Yagua? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Nous parlerons en deuxième partie d'émission de l'impact de la Covid-19 et de la CAN sur le train de vie des Camerounais. Le journal Le Messager qui titre ce matin sur l'urgence de rendre gorge à l'heure où, à travers la vie chère, l'Olembe Gates ou encore la crise sociale, les Camerounais sont de plus en plus en colère du fait de l'augmentation du coût de la vie au Cameroun. L'urgence de rendre gorge se fait de plus en plus sentir et un homme, un expert des questions bancaires se prononce justement et explique que les lourds investissements consentis par l'État du Cameroun dans les infrastructures ultramodernes ont plongé le peuple camerounais dans une véritable misère rampante. Qui doit payer la note à l'issue de cette dépense superflue? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Le journal Émergence parle justement de l'impact de la Covid-19 sur les entreprises, une baisse généralisée des ventes dans les entreprises. C'est ce que relève le rapport de l'Institut national de la statistique. Après 2 années marquées par la Covid-19, une baisse d'activité du côté des entreprises est enregistrée. Comment faire redécoller l'économie camerounaise? Nous essaierons d'en savoir un peu plus. Pendant ce temps, les enseignants, eux aussi, crient leur indignation, nous dit le journal satirique Le Popoli, qui parle que des collèges en colère, les enseignants qui s'adressent à la primature et réclament le paiement de 152 milliards de francs CFA du gouvernement. L'on observe le secrétaire général à la présidence de la République dire que l'État n'a plus d'argent. Pourtant, par ricochet, des millions de francs CFA ont été déboursés pour les Lions indomptables du Cameroun. Le football aurait-il plus d'importance que l'éducation sur la terre des Lions indomptables? C'est ce que nous essaierons de savoir au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Nous parlerons également Covid-Gate, CanGate, à quand la justice? Le journal La Nouvelle Expression nous informe que l'opération Épervier reprend du service avec un directeur général et ses collaborateurs qui ont été écroués à la prison centrale de Konengi. Son nom, Roland Amougou Etogo. Il est le directeur de l'école pratique d'agriculture de Bingela, c'est dans la Mefoué à Konon. Il vient d'être jeté en prison avec certains de ses collaborateurs. On parle justement au cours d'une audition musclée au tribunal criminel spécial. Pendant ce temps, l'Indépendant, lui en son pied de une, se demande qui complote contre l'opération Épervier. Qui complote contre l'opération Épervier alors que de plus en plus de Camerounais grincent des dents et attendent que les responsables et prévaricateurs de la fortune publique, notamment dans les affaires Covid-Gate, CanGate, rendent gorge. On attend l'opération Épervier, mais l'opération Épervier ne vient pas. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi la mayonnaise ne prend pas? On essaiera d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Voilà, mesdames et messieurs, les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette autre édition de la Revue des Grandes Unes. Et pour comprendre, commenter, décrypter
Ces actualités parues au sein de la presse ce matin, je reçois sur ce plateau un journaliste qui va apporter de son expertise et bien sûr de sa lecture des unes pour mieux vous permettre de cerner l'actualité parue au sein des tabloïds ce matin. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire The Politics Hebdo, spécialisé dans l'analyse des faits politiques au Cameroun. Guy Hervé Fongan, GHF, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric et bonjour aux milliards de téléspectateurs qui, tous les matins, prennent un plaisir inégalé à regarder la revue qualitative des journaux paraissant au Cameroun. Et surtout Nangadef, à nos amis sénégalais qui, mon point de vue, viennent de donner une véritable leçon politique, d'histoire politique à l'Afrique et au monde entier. J'ai été très heureux et surpris, et agréablement d'ailleurs, de constater que Macky Sall a baptisé un stade du nom de son prédécesseur, alors que lui-même il est aux affaires, il est encore vivant. Je pense que c'est un exemple. Abdoulaye Wade, le stade Abdoulaye Wade, alors que lui il est le président du Sénégal. Donc je crois que c'est un exemple qui devrait faire tache d'huile. Moi ça m'a fortement interpellé. Pour certains pays d'Afrique centrale qui très souvent n'ont pas de traces mémorielles et qui n'ont pas de mémoire, je pense qu'ils devraient s'en inspirer parce que le Sénégal et l'acte posé par le président Macky Sall est un acte symboliquement politique qui est très fort du point de vue de la symbolique politique et beaucoup de chefs d'État de l'Afrique centrale devraient s'en inspirer et c'est une attitude qui force admiration et respect. Donc Nangadef a tous nos amis et frères sénégalais. Ouais, justement, salutations aux habitants du Sénégal, de Dakar particulièrement, qui nous regardent également, les Dakarois. Il faut rappeler un détail, ce stade a coûté la bagatelle de un peu plus de 150 milliards de francs CFA et qui est sorti de terre en 18 mois seulement, comparativement au Cameroun où il a fallu attendre pratiquement près de 10 ans. Quasiment, oui, presque quasiment 12 ans, où nous avons dépensé presque 300 milliards pour livrer un stade qui n'est même pas encore terminé. Donc à côté, on nous a offert un joyau en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, on est à 18 mois. C'est admirable et il faut célébrer ce type de patriotisme, ce type d'engagement. Ouais, justement, nous entrons dans le vif du sujet avec la première thématique consacrée de cette émission. Y aurait-il tentative, y aurait-il corruption et signature de dessous de table dans l'affaire qui unit la Sonamine, une entreprise chinoise. Le ministre des Mines vient de désavouer la Sonamine dans la signature du fameux contrat d'exploitation de la bauxite du côté de Yagua. Guy Hervé Fongan, cette actualité laisse un tout petit point d'interrogation, voire un gros, sur ce qui s'est passé effectivement. Comment c'est possible que la Sonamine, placée sous tutelle du ministère des Mines, puisse signer un contrat d'exploitation aussi gigantesque et que finalement le ministre des Mines le désavoue? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'était pas au courant de l'affaire? Non, parce qu'on est au Cameroun et tout est possible. Je veux dire que vous vous souvenez très bien que dans ce pays, on a vu un directeur de l'ENAM proclamer des résultats et le ministre est venu annuler plus tard. Donc je veux dire qu'on est habitué à ce type de conflit d'intérêt entre nos différents membres de l'administration. Donc moi je suis pas... Et je salue l'attitude du ministre des Mines parce qu'il faut quand même noter que le Cameroun aujourd'hui regorge d'un des plus importants d'une des plus importantes réserves minières en termes de bauxite. On parle de près d'1 milliard de tonnes. Je crois que c'est une des plus importantes au monde et qu'un directeur de société nommé par un décret décide de renouveler le contrat avec une entreprise chinoise sans que la China Railway sans que sa tutelle ne soit impliquée dans cette attitude. Je pense qu'il était de bon ton de rappeler rapidement à l'ordre ce directeur pour remettre un peu d'ordre dans la maison, parce qu'avec les ressources naturelles dont on dispose, et c'est évalué en termes de centaines de milliards, je dis bien centaines de milliards, il faut que les Camerounais le sachent. Qu'un individu prend sur lui d'engager l'État, et vous savez que les Chinois ont la réputation d'être d'avoir le cœur sous la main et de très souvent être habitués à laisser passer des dessous de table très importants. Oui. Donc c'est une affaire de gros sous. Les Chinois sont connus pour ça. Donc je crois que cette initiative est à saluer. Je pense qu'il faut remettre un peu d'ordre. On ne peut pas... Les gens ont suffisamment pillé nos ressources comme ça. Si on a encore quelques patriotes dans ce pays qui peuvent rappeler les gens, alors c'est important parce que
Les générations futures ont déjà été suffisamment sacrifiées. On est endetté jusqu'à la 10e génération d'après certains experts. Donc si on a des ressources comme ça qu'on peut encore préserver, il est de bon temps de le faire. Justement, une autre question se greffe à cette actualité-là. On a souvent l'impression, Prince Harrison Gekam, que lorsqu'on nomme quelqu'un à justement un poste de décision, il en fait sa chasse gardée. C'est peut-être ce qui s'est passé avec le directeur de la Sonamine. Il a fait preuve de zèle, selon vous, dans cette affaire? Non, je pense que lorsqu'on nomme quelqu'un dans une institution, notamment un directeur général, il a tous les coups des franges, selon les textes. Selon les textes, c'est le directeur général qui on l'a dit trivialement, qui nomme, qui recrute et qui licencie, et qui est au fait de la gestion quotidienne de l'entreprise. Maintenant, il a une tutelle. La première tutelle, c'est le président du conseil d'administration, oui, chapeauté par un président. Et l'autre tutelle, qui est une tutelle technique concernant cette affaire, notamment la Sonamine, c'est le ministère de l'Industrie. Oui. Et ils ont la troisième tutelle, c'est la tutelle financière, qui est le ministère des Finances. Donc, techniquement, ceux qui sont chargés, pas d'encadrer, mais d'avoir un droit de regard sur la Sonamine, sont notamment le ministère de l'Industrie. Dans le cas d'espèce, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que la Sonamine a engagé, comme Guy l'a si bien expliqué, de renouveler un contrat avec une grosse société qui fait dans l'exploitation minière. Vous savez que ce qu'il faut déjà féliciter ici, c'est que, à contrario, c'est que la Sonamine, depuis que le top management est nommé et chapeauté par Blaise Moussa, se déploie sur le terrain déjà pour essayer d'inventorier. Vous savez que le Cameroun est très riche en matière, oui, en matière de ressources minières. Donc, de répertorier. Et depuis un certain temps, ils ont engagé des recrutements. Maintenant, lorsqu'ils se déploient pour signer ce type de contrat, c'est à saluer. Mais ce qu'on relève ici, c'est qu'il y a une sorte d'inadéquation entre la tutelle et la Sonamine, et que pour ce type de projet, c'est-à-dire que pour ce type de projet, il faille au moins que la tutelle, notamment la tutelle technique, puisse être au courant. Donc, ici, on constate que lorsqu'on lit la note du ministre, on constate qu'il y a eu, je vais dire, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord pour ce type de projet. Je pense que la tutelle technique devait tout au moins être au courant. Si elle n'a pas été... Comment ça se passe alors que la Sonamine renouvelle un contrat pareil sans qu'il n'y ait eu d'accord avec sa tutelle? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'accord avant que ce dernier ne soit résilié? Mais c'est la question qu'il faut se poser. Vous savez que avant la Sonamine, c'est le ministère de l'Industrie qui gérait directement les marchés, oui. Non, toutes ces questions. Notamment les questions de contrats d'exploitation. Voilà, notamment à travers une de ces directions. Donc aujourd'hui, qu'on a estimé, que l'État du Cameroun a estimé que les questions de mines au Cameroun étaient autant importantes et qu'il fallait nommer une entreprise. Vous savez, ça se faisait n'importe quoi. On vous disait que les gens creusent de l'or, on vous disait que ce soit à l'est, dans la Damawa, à Yagua, précisément. À Yagua, et justement, le ministère n'avait pas suffisamment de ressources humaines pour se déployer sur le terrain afin d'encadrer tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle la Sonamine a été créée et les organes dirigeants nommés récemment, ils se déploient sur le terrain. Mais ce qu'on peut regretter ici, c'est que le spectacle qu'ils nous offrent n'est pas un spectacle sain, et j'invite ici, notamment la direction générale, peut-être de travailler en accord avec le ministre de tutelle technique qui est chargé d'encadrer ce travail-là. Ouais, justement, cette affaire, peut-être un dernier mot pour sortir de cette actualité. Il faut rappeler dans cet imbroglio que malheureusement c'est une attitude qui est typiquement camerounaise. Vous avez la force du décret. Très souvent, certains hauts fonctionnaires qui sont nommés par le même décret font preuve d'un certain zèle, estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors parce que le cas peut-être du directeur de la Sonamine. Oui, estimant simplement qu'il a été nommé par décret et qu'il a un certain nombre de marge de manœuvre. Et très souvent, ça crée, il n'y a pas que la Sonamine, dans la plupart dans nos administrations, il y a ce type de conflits de compétences. Où un tel va rappeler à celui qui est censé être sa tutelle technique que c'est le même décret qui t'a nommé, c'est le même décret également qui m'a nommé. Et donc, je ne suis pas
obligé de te rendre compte. Et très souvent, vous avez ce type de conflit dans la Je voudrais nos dire, administrations et c'est déplorable. exactement. Je voudrais dire pour sortir et pour le déplorer, c'est que le ministre de l'Industrie et le directeur général Boyegono ne sont pas étrangers. C'est-à-dire que l'actuel directeur général de la Sonamine est un ancien directeur sous le ministre actuel. Oui. Est-ce que vous me suivez? Est un ancien directeur sous le ministre actuel. Donc, en principe, Ils devraient se parler. Les deux devraient pouvoir se parler. Et c'est là, et j'ai envie, je souris parce que notre excellent confrère aîné, David, nous a posé des questions. Est-ce que le directeur général de la Sonamine l'a fait peut-être avec l'aval ou la bénédiction des pontes du régime? Par exemple, entre guillemets, par exemple, au niveau du palais ou de la primature, en disant, écoute, tu peux aller signer ce contrat avec notre bénédiction sans l'aval du ministre des Mines. De ton ministre de tutelle. Donc, je pense que pour une sérénité, les mines sont autant très importantes. Les ressources minières au Cameroun sont autant très importantes qu'on ne doit pas pouvoir nous offrir ce type de spectacle. Le directeur général, je le rappelle encore, c'est dans ses prérogatives, mais pour une bonne cohésion, ça n'empêche qu'il rende compte à son ministère de tutelle. Oui, justement, dans le ministère. Ils doivent se parler. Oui, pour avoir un nouvel entraîneur, il faut qu'ils se parlent. Oui, justement. Cette affaire va-t-elle nous conduire encore à un énième conflit d'intérêts entre la tutelle et l'une des directions sous-jacentes? Nous essaierons d'y voir, nous y verrons un peu plus clair au cours des prochains jours qui arriveront. Nous entrons dans la deuxième thématique de cette émission, messieurs, avec l'impact de la Covid-19 et de la Coupe d'Afrique des Nations sur le niveau de vie des Camerounais. Le messager qui mentionne l'urgence de rendre gorge désormais parce qu'on a énormément de problèmes qui se greffent au quotidien des Camerounais. Un expert se prononce et justement mentionne le fait que les investissements monstres qui ont été consentis par le gouvernement ont de plus en plus creuser le ravin dans lequel les populations camerounaises pourraient bien être précipitées. L'émergence parle d'une baisse généralisée des ventes des entreprises eu égard de la pandémie de coronavirus durant 2 années. Et le Popoli mentionne la colère des enseignants et à côté le fait que les sportifs se taillent la part du lion et pas l'éducation. Guy Hervé Fongan, par rapport à cette actualité, est-ce que, hormis du fait que la Coupe d'Afrique des Nations ait mobilisé un nombre incalculable de ressources, tant financières qu'humaines, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est le contre-coup de la Coupe d'Afrique des Nations que les populations visent avec l'augmentation du coût de la vie? Non, c'est de la fumisterie. Ça n'a rien à voir avec la CAN, ça date de bien longtemps avant. J'aurais dû mettre ce matin mon t-shirt noir pour m'associer à ce combat. Vous savez, dans une autre vie, je suis par ailleurs enseignant, etc. Oui. Donc je suis hautement peiné parce que vivent les enseignants qui sont autant sacrifiés. Les gens sont allés passer 3 semaines. Enfin, ils sont venus en vacances ici au Cameroun pour 3 semaines. Ils ont eu chacun 70 millions. Je pense que ils étaient en vacances, ils sont venus passer 3 semaines de vacances et chacun a eu 70 millions. On parle de qui là? Les footballeurs. On parle des footballeurs, les lions. On parle peut-être des influenceuses, entre guillemets. Ils sont venus passer 3 semaines de vacances, chacun a eu 70 millions. On n'arrive pas à payer un enseignant à moins de 100 000 alors que il est en train de bâtir le Camerounais de demain. Je pense qu'on a inversé nos priorités. Comme vous avez, j'écoutais tout à l'heure quand vous dites qu'on a beaucoup investi. Sur quoi est-ce qu'on a investi? On a investi dans les futilités, on a investi dans les stades, ce sont des futilités. On investit dans les futilités. Je veux dire qu'on aurait pu un stade qui nous a coûté 300 milliards. Alors qui n'est toujours pas terminé. Qui n'est pas terminé. Alors qu'à côté, le même stade nous a coûté 150. On aurait pu simplement construire. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, moi, le complexe, moi, je n'y crois plus. Je pense qu'il faut jeter ça au calendrier grec. On aurait pu se contenter d'un simple stade qu'on aurait pu construire à peut-être 100 milliards. Et les 200 autres milliards auraient pu aider à venir en aide aux enseignants, par exemple. Les enseignants qui réclament 152 milliards. Vous voyez qu'on est à 300 milliards d'inachevé. On est dans un éternel recommencement. On aurait pu construire ça de 100 milliards. On avait 200 milliards en supplément qui aurait pu servir à payer les enseignants. Ça, on ne l'a pas fait. Oui. Autre chose, vous avez la fameuse ligne 94 qui est manifestement une dotation à tête chercheuse. On a l'impression que c'est la redistribution se fait par groupe sanguin. Ce qui est dommage. On a des priorités, des urgences comme celle-là qu'on n'arrive pas à régler. Il est totalement incongru, surréaliste, inadmissible qu'on a dans où les enseignants peuvent passer 10 ans. Vous avez des enseignants qui ont passé 10 ans sans matricule.
sans intégration. Je pense que, on ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer. Et les gens sont en train de... Moi, je suis même de ceux qui pensent qu'on n'a pas un problème d'argent, hein, parce qu'on a des caisses assez fournies. C'est quoi le problème? C'est un problème de volonté? C'est un problème de volonté politique. Il se passe qu'un groupe plus de personnes se sont accaparés toutes les richesses de ce pays et sont dans un complot pour absolument pousser les gens à la révolte. Parce qu'il faut qu'on le dise avec suffisamment d'emphase. L'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. On ne peut pas autant chosifier les enseignants. Déjà, les salaires sont les plus bas de la fonction publique. Et le petit salaire qu'on leur a promis, on ne leur donne même pas ce salaire. Les gens font 10 ans sans intégration, sans matricule. Et ce n'est pas sérieux. L'éducation, c'est un pays qui veut se construire, se projeter. Mise sur l'éducation. Mise d'abord sur l'éducation. La Chine, aujourd'hui, tous les pays émergents sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont misé. Parce que l'éducation, c'est le véritable socle idéologique d'un État, d'un pays. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on joue avec notre éducation, on chosifie, on martyrise nos enseignants. Moi, je sais qu'il y a l'argent, il faut aller prendre l'argent où il est et le remettre à qui de droit. Ce qui se passe là est totalement incongru et inadmissible. Oui, justement, cette affaire qui fait justement suite à la CanGate et la CovidGate et les Camerounais qui attendent toujours la justice. Le journal La Nouvelle Expression nous dit qu'un directeur général, le directeur général de l'école pratique d'agriculture de Benguela, nous sommes dans la Mefoué à Kono, a été conduit à la prison centrale de Konengi avec certains de ses collaborateurs. L'indépendant qui parle de l'opération Épervier mentionne le fait qu'il y aurait un complot pour bloquer l'action de l'Épervier. Les Camerounais qui ont leur ras-le-bol et qui attendent qu'il y ait des personnes qui rendent gorge. Prince Aristide Gekam, cette affaire du directeur général de l'école, du directeur de l'école pratique d'agriculture de Benguela, est-ce que c'est le premier coup de sommation de l'opération Épervier finalement? Non, je ne pense pas. On peut le mettre de façon générale dans le déploiement de l'Épervier. L'Épervier, pourquoi on dit Épervier, c'est que c'est un nom de baptême qu'on a donné. La presse a donné comme ça pour la lutte contre les détournements des deniers publics. Dans ce cadre, on peut le mettre. Mais je voudrais rappeler que la question de l'EPAB, l'affaire de l'EPAB, c'est une vieille affaire. C'est une vieille affaire pour ceux qui l'ont suivi pratiquement, comme moi, depuis pratiquement près de 10 ans. Il y a des contrôles qui se font au niveau de l'EPAB. Je voudrais rappeler ici que le contrôle supérieur de l'État est passé par là, a pondu des rapports, et depuis lors, il y a pratiquement quelques années, les gens pensaient que le directeur général devait être interpellé depuis. Mais l'affaire a mis du temps, et c'est pour ça que je dis souvent que nous, dans la presse, on se dit qu'au niveau de la justice, on ne travaille pas. Non, il y a un travail de fond qui se fait dans les procédures. Pourquoi, je m'explique. Parce qu'on a vécu avec le début de l'opération Épervier. Si vous avez vécu, vous avez des gens qu'on interpellait, les accusant pratiquement d'avoir pris peut-être 200 milliards ou 300 milliards. Oui. Et qu'après, au fil des procès, on se rendait compte qu'ils avaient, par exemple, détourné près d'un milliard. Donc, vous voyez un peu le gap qui se fait avec l'annonce. On dit Dine a volé 200 milliards et qu'on se rend compte qu'au fil du procès, que finalement, c'était 800 millions. Et donc, ça décrédibilisait même la justice. Donc, aujourd'hui, la justice prend le temps pour éplucher les dossiers. Pour qu'on vous envoie chez un juge d'instruction, on a envie de se rassurer de ce que les enquêtes ont été menées minutieusement. Donc, le cas de l'EPAB n'est pas nouveau. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Oui. Donc, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a été déployé par la justice camerounaise. Pour revenir sur un autre cas, le messager mentionne ici la CanGate, CovidGate, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des gens qui ont été auditionnés, et je l'ai rappelé ici à d'autres occasions, il y a des gens qui ont été auditionnés, par exemple dans le cadre du CovidGate. Oui. Du CovidGate, les Camerounais continuent d'attendre, mais je peux vous dire en tant que journaliste d'investigation que cette affaire continue et que les gens continuent de défiler au niveau du tribunal criminel spécial et que des prestataires qui ont travaillé dans le dossier CovidGate, son défile continue de défiler au niveau du tribunal criminel spécial, qui sont auditionnés. Je dis bien les membres du gouvernement et les collaborateurs, que ce soit au ministère des Finances, au ministère de la Santé, ont été auditionnés. Les juges d'instruction en charge les juges en charge de ces affaires y travaillent. Donc, ne soyez pas surpris que dans les jours, les mois qui viennent,
qu'on puisse parler des interpellations de ce côté-là. Je ne le souhaite pas, mais trivialement, ceux qui ont pris l'argent de l'État dans ce dossier doivent pouvoir rendre gorge. Oui, justement, Guy Hervé Fongan, le journal indépendant mentionne qu'il y aurait peut-être de façon sous-jacente des complots pour stopper l'action de l'opération Hyper-V, notamment dans l'affaire Covid-Gate et dans l'affaire dans l'affaire Can-Gate. Il y a quand même, Forum Libre a publié le rapport détaillé de la Chambre des comptes, eu égard de toutes ces informations-là. Qu'est-ce qui peut encore freiner le fait que des gens puissent officiellement payer ce qu'ils doivent à l'État camerounais? Vous savez, je pense qu'on a dépassé le cap du rationnel. On est déjà dans l'ordre irrationnel. Je me suis laissé derrière dire que certains marabouts sénégalais qui sont venus pour la CAN sont encore ici. Ils sont encore au Cameroun jusqu'à présent. Pas parce qu'ils sont pris en otage. Pourquoi? Pour bloquer... Oui, sérieusement, parce que j'ai très sérieux. Qui sont arrivés pour la CAN sont restés jusqu'à présent parce qu'ils ont été pris en otage par certains ministres qui veulent tout bloquer et se maintenir au gouvernement. Non, je pense que le chef de l'État a été clair le 31 décembre dans son discours. Ceux qui ont pris des libertés avec la fortune publique doivent rendre gorge. Je crois que maintenant, on a suffisamment avancé dans cette affaire. Je crois que les éléments sont assez palpables. Il y a beaucoup de gens ici qu'on a arrêtés et on allait chercher les preuves après. Oui, on peut se les cas de Vamoul, ils sont pleins comme ils sont en prison. Donc il n'y a pas de raison que ceux-là, dont le détournement est autant flagrant, qu'on nous explique qu'on est encore en train de les auditionner aussi longtemps. Je pense qu'il faut rapidement... La question est simple, qu'est-ce qu'on attend? Il faut punir les coupables parce que les éléments sont assez flagrants et grossiers aux yeux de tout le monde. Ouais, justement. Pour sortir, je voudrais sortir pour une affaire peut-être qui va créer des gorges chaudes prochainement, peut-être dans les jours qui viennent, c'est l'affaire des Sengue. Vous savez que des gens ont occupé la place portuaire, ont construit suffisamment de grosses maisons. On annonce des viabilisations de ce côté-là. Exactement. Notamment, il y a eu le site des Sengue appartient au port autonome de Douala. Et donc, un communiqué a été envoyé à l'endroit des occupants pour libérer, parce qu'ils seront dédommagés. Donc, nos frères et sœurs qui sont de ce côté-là ont intérêt à partir pour qu'on ne puisse pas vivre des gens qu'on vient déguerpir. Comme ce qui s'est passé du côté de l'espace aéroportuaire. Exactement, c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose. Il y a une mission de la primature qui était descendue sur ce site et a estimé, a clarifié la situation en disant c'était le site du port autonome de Douala et que des gens devraient déguerpir. Les gens sont encore là-bas. Moi, j'ai mal qu'on vienne déguerpir des gens alors qu'ils sont dans leur maison. Donc, nos frères et sœurs qui sont de ce côté-là doivent pouvoir partir afin que le port puisse rentrer dans ses possessions. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Faites un tour du côté des kiosques. L'actualité est grande. En attendant, vous avez rendez-vous avec 10-12 Zénith dans quelques minutes avec Michel Gachou et toute sa team. À demain.